Il y a un bâtiment devant vous, en ce moment même. Vous avez passé devant des bâtiments comme celui-ci toute votre vie. Vous ne vous êtes probablement jamais arrêté pour vous demander pourquoi son premier étage se trouve sous le niveau de la rue. Pourquoi les fenêtres sont à moitié enterrées? Pourquoi il faut descendre pour entrer? On vous a dit que cela avait toujours été ainsi. On vous a dit que la rue avait toujours été à cette hauteur. Mais si ce n'était pas le cas, et si le sol lui-même, la fondation même des villes que nous appelons anciennes, était arrivé après les bâtiments? Et si nous n'étions pas les auteurs de ce monde, mais ses héritiers, marchant dans des rues que nous n'avons pas élevées, vivant entre des murs que nous ne savons pas vraiment expliquer, et l'on nous affirme, avec une confiance remarquable et très peu de preuves, que des gens exactement comme nous ont construit tout cela à partir de rien. Voici l'affirmation. Elle est simple, et elle ne vous quittera plus. Quelqu'un a enterré le monde. Puis, on nous a dit que nous l'avions construit. Permettez-moi de commencer par un motif, pas une théorie, un motif. De ville en ville, de continent en continent, il existe dans les archives historiques une anomalie persistante, presque obstinée. Des bâtiments dont le rez-de-chaussée se trouve sous le niveau actuel de la rue. Des portes qui s'ouvrent sur ce que l'on appelle aujourd'hui un sous-sol. Des fenêtres qui ont été clairement conçues, architecturalement, pour laisser entrer la lumière du soleil et qui regardent maintenant des murs de terre compactés et de remblais d'origine inconnue. L'explication officielle de la plupart de ces cas est banale. Accumulation progressive de débris, siècles de sédiments, tassement naturel. Les villes s'élèvent avec le temps, nous dit-on, comme les deltas fluviaux, lentement, progressivement, couche après couche. Et prise isolément, cette explication n'est pas déraisonnable. Mais plus j'ai creusé, plus cette explication a commencé à se fissurer. Parce qu'il y a une chose que l'accumulation progressive n'explique pas, l'uniformité, la rapidité, l'apparition presque simultanée de ce phénomène dans des villes qui n'auraient pas dû avoir le moindre contact entre elles. Des villes séparées par des océans, des chaînes de montagnes, des siècles d'isolement culturel apparent, qui présentent pourtant le même motif, toutes dans la même fenêtre historique approximative, ce n'est pas une accumulation, c'est un événement. À Chicago, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans la seconde moitié du XIXe siècle. La ville a été surélevée, physiquement soulevée. L'ensemble du centre-ville, bâtiments, rues, infrastructures, a été élevé jusqu'à 12 pieds dans certains secteurs. C'est documenté, des ingénieurs l'ont écrit. George Pullman, plus tard célèbre pour ses wagons, participa à la mécanique qui permit de soulever des pâtés de maisons entiers grâce à des vérins à vis synchronisés, actionnés par des centaines d'ouvriers tournant à l'unisson. La raison officielle invoquée était l'assainissement. Le problème de drainage de la ville était catastrophique. Les eaux usées ne pouvaient pas s'écouler parce que les rues étaient trop plates, trop basses. La solution, apparemment évidente pour les ingénieurs des années 1850, fut simplement de tout relever. Je veux que vous vous arrêtiez un instant sur cela. La ville était trop basse. Il fallait faire monter les rues, non pas démolir les bâtiments pour les reconstruire plus haut, non pas concevoir une nouvelle ville sur un terrain surélevé, non. Les structures existantes, certaines en briques, furent soulevées mécaniquement. De nouvelles fondations furent glissées sous elles, puis le niveau du sol autour fut relevé pour correspondre. Cela soulève une question simple, mais décisive. Pourquoi les bâtiments étaient-ils déjà sous le niveau du sol au départ? Si vous construisez une ville à partir de rien, si vous partez d'une prairie ouverte, de parcelles relevées et d'un urbanisme organisé, ce que Chicago prétend assurément avoir été, vous ne construisez pas votre premier étage 6 pieds sous le niveau naturel du terrain, puis vous ne vous étonnez pas que les eaux usées ne s'écoulaient pas. Vous construisez au niveau du sol. Vous construisez au-dessus du niveau du sol, s'il le faut, à moins que les bâtiments n'aient déjà été là lorsque la ville était censée être en train d'être bâtie. À moins que le relèvement de Chicago n'ait pas été une innovation d'ingénierie, mais une dissimulation. Saint-Pétersbourg est l'une des villes les plus écrasantes sur le plan architectural au monde. Fondée officiellement en 1703 par Pierre le Grand sur un delta marécageux à l'embouchure de la Neva, elle aurait été construite en environ 20 ans. Des dizaines de milliers d'ouvriers. Une ville conçue selon la tradition baroque d'Europe occidentale, édifiée sur des pieux enfoncés dans les marécages, remplie presque entièrement d'une complexité architecturale qui, encore aujourd'hui, exige des siècles de savoir-faire accumulés pour être reproduite en 20 ans. Sur un marécage, promenez-vous aujourd'hui dans ces rues et comptez les bâtiments dont les premiers étages sont clairement, incontestablement, souterrains. Pas des caves de stockage, pas des niveaux volontairement enfoncés.
Des encadrements de fenêtres avec corniches ornementales conçues pour être vues depuis le niveau de la rue, aujourd'hui visibles seulement depuis sous le niveau du sol ou à travers des grilles de fer sur les trottoirs. De grands arcs d'entrée qui s'ouvrent 3 marches en contrebas au lieu d'être de plein pied ou surélevés. Le motif se répète avec une précision troublante. Plus j'ai plongé dans les documents anciens, plans cadastraux, revues architecturales d'avant la Révolution, registres de recensement, plus le silence devenait assourdissant. Il n'existe presque aucun dossier de construction. Pas le genre de dossier que l'on attendrait de l'un des projets urbains les plus ambitieux de l'histoire. Aucun registre d'entrepreneurs, aucun relevé d'approvisionnement en matériaux à l'échelle qu'exige cette architecture, aucun registre de décès des ouvriers, alors qu'on nous dit que le coût humain fut effroyable. Ce que l'on a, c'est la ville, pleinement formée, d'une complexité inexplicable, déjà partiellement sous le niveau du sol au moment même de sa fondation. Et voici le plus étrange. Lorsque vous demandez pourquoi tant de rez-de-chaussée de Saint-Pétersbourg sont enterrés, la réponse donnée est constante et curieusement uniforme. Les inondations. La Neva déborde, le delta accumule, la ville s'est affaissée. Elle se serait enfoncée en elle-même, dans les pieux sur lesquels elle aurait été construite. Ou bien était-elle déjà partiellement submergée lorsqu'on l'a trouvée? Si tout cela est nouveau pour vous, songez à le partager avec quelqu'un qui se pose les mêmes questions que vous. Ce genre de reconnaissance de motifs ne survit pas dans le silence. Permettez-moi d'introduire un mot. Mood flood. Ce n'est pas un terme scientifique. Vous ne le trouverez pas dans la littérature géologique sous ce nom. Ce que vous trouverez, si vous regardez, ce sont des indices compatibles avec ce que ce mot décrit. Une inondation rapide, de grande ampleur, non pas d'eau claire, mais de sédiments liquéfiés, de boue. Le genre d'événement qui ne se contente pas de mouiller un paysage, mais l'ensevelit, qui dépose des mètres de matériaux limoneux sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés, en un laps de temps trop court pour que la stratigraphie reflète l'empilement progressif que nous associons aux processus sédimentaires normaux. Un tel phénomène existe-t-il? Oui. On parle de lahars lorsqu'ils suivent des éruptions volcaniques. On parle de coulées de débris lorsqu'ils suivent des séismes. On parle d'événements alluviaux lorsqu'ils suivent des fontes glaciaires. Nous les avons documentés avec une fréquence considérable dans les archives géologiques, mais ces phénomènes sont locaux, régionaux tout au plus. Ce que le motif observable dans l'architecture semble suggérer, et j'emploie le mot suggérer à dessein, parce que je ne formule pas ici une affirmation, je suis un motif, c'est quelque chose d'un autre ordre, quelque chose à l'échelle d'un hémisphère, peut être mondial. Considérez la chronologie telle qu'elle apparaît de ville en ville. Entre environ 1750 et 1850, il existe un regroupement étrange d'événements. Des villes décrites comme nouvellement fondées, des villes décrites comme reconstruites après des incendies catastrophiques, des villes décrites comme connaissant une expansion rapide durant ce que l'on appelle la révolution industrielle. Et à travers tout cela, obstinément, si l'on regarde bien, une couche enterrée. Un premier étage qui ne devrait pas être sous terre. Pas dans une ville, pas dans deux, mais à Paris, Londres, Vienne, Moscou, Le Caire, Delhi, Istanbul, Philadelphie, Boston, Cincinnati, la même anomalie, revenant avec une régularité presque mécanique. Les indices suggèrent qu'il se passait quelque chose de bien plus vaste que ce que permet le récit officiel. Élargissons encore le cadre, car ce n'est pas un phénomène européen. Dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, les ruines de Mohenjo-Daro révèlent une ville d'une sophistication urbaine stupéfiante. Rues en quadrillage, briques standardisées, système de drainage couvert, structures à plusieurs étages, datées, selon l'archéologie dominante, d'environ 2500 avant notre ère. Ce sur quoi l'archéologie dominante s'attarde moins, c'est le nombre de structures partiellement ou largement enfouies sous le niveau actuel du sol. Le nombre de tranchées de fouilles qui ont révélé des étages inférieurs intacts, scellés par des limons compactés qui ne portent aucune trace d'occupation prolongée avant leur ensevelissement. L'ensevelissement n'a pas été progressif. La stratigraphie ne soutient pas l'hypothèse d'une accumulation progressive. L'ensevelissement a été rapide. En Égypte, le grand sphinx présente, de manière célèbre, des traces d'érosion hydrique sur son corps, des cannelures verticales incompatibles avec une simple érosion par le sable porté par le vent, mais bien plus cohérentes avec une exposition prolongée ou intense à l'eau. Le géologue Robert Schoch l'a documenté au début des années 1990 et a été largement rejeté par l'égyptologie dominante. Mais l'érosion est là,
Elle n'a que faire du rejet. En Turquie, à Göbekli Tepe, ce site qui a véritablement brisé la chronologie admise de la civilisation humaine lors de son excavation dans les années 1990, les structures ont été intentionnellement enterrées, délibérément recouvertes de remblais. Pourquoi? Personne ne le sait. La réponse officielle est rituel. Les preuves de cette explication rituelle sont en grande partie circulaires. Mais le fait de l'ensevelissement, lui, n'est pas contesté. Et c'est ici que cela devient impossible à ignorer. Dans presque toutes les grandes civilisations que nous appelons anciennes, il existe un récit de déluge. Pas un récit de pluie, mais un récit d'inondation totale. Sumérien, akkadien, biblique, hindou, nordique, aztèque, hopi, aborigène australien, védique, l'histoire se répète. Pas avec des détails locaux correspondant à des inondations régionales. Avec une portée mondiale mettant fin à une civilisation entière. Chaque culture racontant la même histoire. Chaque culture parlant de survivants, chaque culture décrivant un monde qu'il fallut presque entièrement reconstruire. Ces récits, transmis, retranscrits, peu être déformés au fil des siècles, décrivent-ils une mémoire, une empreinte culturelle de quelque chose qui s'est réellement produit? Le motif se répète avec une précision troublante. Je veux maintenant vous montrer quelque chose de spécifique, quelque chose qu'une fois vu, on ne peut plus ne pas voir. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, approximativement entre 1840 et 1900, il y a une explosion d'architecture monumentale à travers le monde en voie d'industrialisation. Des bâtiments gouvernementaux d'une complexité extraordinaire, des universités, des gares, des bibliothèques, des opéras, des hôpitaux, des palais de justice. L'échelle est vertigineuse. L'ornementation colonnes, bas-reliefs, plafonds voûtés, ferronneries décoratives, façade en pierre sculptée est du type qui, aujourd'hui, exigerait des décennies de planification, des années de construction et des corps entiers de spécialistes dont les compétences demandent des générations à se former. Et pourtant, ces bâtiments sont attribués à ce que l'on pourrait appeler, grossièrement, l'âge du cheval et de la carriole. Avant l'électricité, avant les grues, avant les outils motorisés, des ouvriers avec des burins à main et des charrettes tirées par des chevaux, des architectes dessinant sur papier avec des règles en T, des communications par lettres. Et pourtant, les délais de construction donnés par les archives officielles sont régulièrement stupéfiants. Considérez aussi l'exposition colombienne de Chicago en 1893. 200 bâtiments d'échelle néoclassique monumentale, pleinement réalisés, richement ornés, construits en moins de 2 ans, puis presque entièrement démolis aussitôt après. Pourquoi les construire, au juste, à moins qu'il n'ait pas été entièrement construit, à moins qu'il n'ait été trouvé? Le Capitole des États-Unis, bâtiment d'une complexité architecturale profonde, fut en grande partie reconstruit et agrandi entre 1793 et 1800, puis à nouveau entre 1850 et 1868. Le seul dôme en fonte pèse près de 9 millions de livres. Il fut assemblé selon les archives officielles, en grande partie pendant la guerre de sécession, au moment même où la capacité industrielle et la main-d'œuvre du pays étaient ravagées par le conflit militaire. Cela soulève une question simple mais décisive. Comment? Pas rhétoriquement. Réellement. Comment extrait-on, transporte-t-on, usine-t-on et assemble-t-on 9 millions de livres de fonte avec des outils pré-industriels, alors que la main-d'œuvre est divisée par une guerre, dans les délais que l'on nous donne? L'explication officielle est effort immense, volonté américaine, ingéniosité technique. Et peut être est-ce vrai? Ou peut être que l'explication officielle s'effondre ici? Peut être que ce qui se faisait n'était pas une construction à partir de rien, mais une finition, une adaptation, une prise de possession et un achèvement de quelque chose qui se tenait déjà là, en partie ou totalement, avec ensuite un récit ajusté pour expliquer son existence. Regardez les premières photographies, je veux dire, regardez-les vraiment. Les villes que montrent les images des années 1850 et 1860, des villes censées n'avoir que quelques décennies d'existence, censées être sorties de conditions de frontières dans la mémoire vivante, possèdent déjà le vocabulaire architectural des capitales anciennes. L'échelle ne correspond pas aux tailles de population documentées. L'ornementation ne correspond pas à la main-d'œuvre prétendue. L'uniformité esthétique civique entre des villes qui, au mieux, n'avaient que des communications intermittentes entre elles, ne correspond pas à un développement indépendant. Boston, Philadelphie, Cincinnati, Chicago, Saint-Louis,
séparée par des jours de voyage au milieu du XIXe siècle, peuplée en grande partie d'immigrants récents sans tradition architecturale commune, et pourtant, elles construisent simultanément dans le même vocabulaire néoclassique, orné, à la même échelle monumentale, avec la même précision technique, pas similaire, pas influencée, identique dans l'approche, dans le vocabulaire, dans le standard technique. Le problème de coordination est vertigineux lorsqu'on le regarde en face. Plus j'ai examiné les dates, plus le récit officiel a eu du mal à tenir sous son propre poids. Existait-il une tradition commune, un modèle hérité, une infrastructure préexistante que les populations arrivantes auraient trouvée, documentée comme nouvellement construite, puis occupée, comme si elle leur appartenait? Je ne l'affirme pas. Je demande, qu'est-ce qui d'autre explique cette coordination? Voici ce que montrent les archives lorsque l'on regarde l'histoire urbaine du milieu et de la fin du XIXe siècle avec un œil neuf. Entre environ 1850 et 1910, un nombre extraordinaire de grandes villes ont connu des incendies catastrophiques. Pas de simples feux urbains, des conflagrations. Chicago, 1871. Boston, 10872. Seattle, 1889. Jacksonville, 1901. San Francisco, 1906. Baltimore, 1904. Londres avait connu son grand incendie en 1666. Moscou brûla en 1812. Constantinople brûla à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle. Ville après ville après ville, et dans chaque cas, ce qui suit, c'est une reconstruction. Une reconstruction rapide, la plupart du temps en moins d'une décennie, une reconstruction qui produit, comme par miracle, des villes plus grandes, plus sophistiquées sur le plan architectural que celles qui existaient auparavant, comme si l'incendie n'avait pas été un recul, mais une opportunité, comme si les bâtisseurs ne pleuraient pas ce qui avait été perdu, mais amélioraient ce qui restait ou recouvraient ce qui avait été enseveli. À San Francisco, le séisme et l'incendie de 1906 détruisirent presque entièrement la ville de surface. Ce qui apparut dans la décennie qui suivit fut une trame urbaine modernisée, étendue, rationalisée. Et sous cette trame, sous les nouvelles fondations coulées après 1906, il existe par endroits des vestiges architecturaux incompatibles avec la date officielle de fondation de la ville, 1849, des voûtes en briques, des sols carrelés, des charpentes métalliques, des structures antérieures à la ruée vers l'or, antérieures à l'installation, antérieures, semble-t-il, à la ville censée avoir été construite là. Tous ces vestiges ne sont pas bien documentés. Beaucoup ne sont mentionnés qu'en passant dans des rapports d'entrepreneurs, puis plus jamais suivis. Certains apparaissent dans de brèves notices de journaux locaux de l'époque de la reconstruction, décrits avec une curiosité légère, puis oubliés. Le silence était assourdissant. Pas nécessairement une suppression active, peut être quelque chose de plus diffus et de plus troublant. Une décision culturelle collective de ne pas poser la question. Un accord partagé, conscient ou non, pour accepter l'histoire qu'on nous donnait et ne pas tirer sur les fils qui la tenaient. Car voici la terrible implication de ces fils. Si les bâtiments étaient déjà là, si les villes étaient héritées plutôt que construites, alors la question n'est plus comment elles ont été construites, mais qui les a construites. Et quand? Et qu'est-il arrivé à ceux qui les ont construites? Et si vous regardez cette chaîne depuis un moment, vous connaissez déjà le nom qui revient sans cesse au centre de cette question, Tartari. Pas un empire confirmé, pas une dynastie vérifiée, mais quelque chose. Une présence sur les cartes qui a ensuite disparu, une désignation géographique discrètement retirée, un vide de la taille d'une civilisation entière dans les archives officielles. L'architecture dont nous parlons l'ornée, la monumentale, la techniquement inexplicable, pourrait bien en être l'empreinte. Des bâtiments trop sophistiqués pour la chronologie qu'on nous impose. Des cartes qui la montraient, puis ne la montraient plus. Un effacement cartographique si total qu'il ressemble moins à une révision qu'à une suppression. Si la Tartarie était réelle, si elle était avancée, reliée à l'échelle mondiale et délibérément retirée des archives, alors le Mudflood n'était pas seulement une catastrophe naturelle. C'était le mécanisme de sa disparition. Et c'est là que le Mudflood, ou quel que soit le nom que nous choisissions de donner à l'événement, revient dans l'image, non pas comme une curiosité, non pas comme une note de bas de page géologique, mais comme un mécanisme, Unrachat, l'événement par lequel une civilisation entière n'a pas simplement été détruite, mais recouverte d'un nouveau récit.
Si quelque chose a enseveli ces villes, si un véritable événement de mudflood à l'échelle régionale ou mondiale a déposé des mètres de matériaux limoneux sur une infrastructure urbaine fonctionnelle en l'espace d'une vie humaine, alors la cause compte énormément, parce que la cause détermine s'il s'agit d'une catastrophe naturelle ou de toute autre chose. L'hypothèse naturelle n'est pas sans fondement. Nous savons que le début du XIXe siècle fut une période d'instabilité climatique importante. L'éruption du Tambora en 1815 en Indonésie fut la plus grande éruption volcanique de l'histoire enregistrée, provoquant ce que l'on appelle l'année sans été en 1816, des échecs de récolte à travers l'hémisphère nord, des famines et des perturbations climatiques qui durèrent plusieurs années. Nous savons aussi que la dernière grande retraite glaciaire, largement achevée vers 10 000 avant notre ère, a laissé derrière elle des conditions dans lesquelles de vastes événements alluviaux et des lahares n'étaient pas seulement possibles, mais prévisibles. Nous savons que la mer Caspienne, la mer Noire et le bassin méditerranéen ont tous connu des variations rapides de niveau d'eau dans un passé géologiquement récent, des variations qui auraient été catastrophiques pour toute civilisation vivant à leur marge. Mais voici le problème de l'explication purement naturelle. Même les catastrophes naturelles de grande ampleur ne produisent pas habituellement un ensevelissement uniforme. Elles ne produisent pas la même profondeur de remblai dans des villes séparées par des milliers de kilomètres. Elles ne produisent pas les mêmes indices, les mêmes fenêtres à moitié enterrées, les mêmes premiers étages souterrains, la même transition inexplicable dans les archives architecturales sur plusieurs continents à peu près au même moment. À moins que la catastrophe naturelle n'ait été d'une échelle pour laquelle nous n'avons pas encore de cadre contemporain. Un basculement des pôles, un impact cométaire dans un bassin océanique, une fonte glaciaire brutale du type que les géologues appellent discrètement des pulses de fonte. Des événements bien documentés dans les archives paléoclimatiques, dont le plus spectaculaire, le Meltwater Pulse 1A, aurait élevé le niveau des mers mondiales d'environ 20 mètres dans une période que certaines estimations situent à moins de 500 ans, peut être moins d'un siècle, peut être moins encore. À quoi ressemblerait une montée du niveau des mers de 20 mètres en 50 ans pour une civilisation côtière? Pour une civilisation intérieure reliée à des fleuves côtiers qui deviennent soudain des mers intérieures, cela ressemblerait à un mudflood. Cela ressemblerait à un mur d'eau chargé de l'infrastructure préservée, mais enterrée. Les indices suggèrent quelque chose de bien plus vaste qu'un simple événement régional. Et c'est ici que la question bifurque dans une direction que je ne peux pas ignorer. Parce qu'il existe une autre possibilité. Pas naturel, pas aléatoire, un reset intentionnel, pas une destruction accidentelle, pas des dommages collatéraux, mais un effacement délibéré. Si une civilisation a existé technologiquement capable, architecturalement sophistiquée, reliée à l'échelle mondiale, et si cette civilisation a d'une manière ou d'une autre été démantelée, sa population dispersée ou détruite, ses archives systématiquement éliminées, son infrastructure enterrée ou réaffectée, alors le mudflood n'a peut être pas été la cause du reset. Il a peut être été sa couverture. Un événement naturel, réel dans sa dévastation, utilisé comme une opportunité. Une catastrophe qui a nettoyé la surface, enterré les preuves de ce qui existait auparavant et permis d'écrire un nouveau récit par-dessus. De nouveaux mythes fondateurs, de nouvelles dates de fondation, de nouvelles histoires commençant commodément après le déluge. L'explication officielle s'effondre ici, parce qu'on ne peut pas soutenir les deux choses à la fois. On ne peut pas prétendre que ces villes ont été construites à la force du cheval et de la charrette dans des fenêtres de 20 ans, tout en expliquant pourquoi leur architecture suppose des siècles de savoir-faire accumulés. On ne peut pas invoquer une accumulation urbaine progressive tout en expliquant pourquoi l'ensevelissement est uniforme et rapide. On ne peut pas prétendre qu'il n'y avait rien avant et expliquer ce qui se trouve en dessous. Quelque chose existait avant, quelque chose a été effacé. La seule question est de savoir si cet effacement fut le fait de la géologie ou de la politique. Ce qui frappe le plus lorsqu'on examine le dossier documentaire du XIXe siècle, ce n'est pas ce qui est présent, c'est ce qui manque. Les archives de construction, comme je l'ai dit, sont absentes à l'échelle que l'architecture exigerait. Mais ce n'est pas tout. Des recensements de grandes villes au début du XIXe siècle ne correspondent pas à la population que supposerait l'infrastructure existante. Des documents d'urbanisme qui commencent après que les villes ont été prétendument construites, comme si les planificateurs étaient arrivés, avaient trouvé quelque chose déjà là, puis s'étaient contentés d'en dessiner les cartes.
des archives municipales dans plusieurs villes américaines et européennes qui mentionnent en passant la présence de structures souterraines lors de nouvelles constructions, structures absentes de tout document fondateur. Plus j'avançais, plus cette absence devenait sa propre forme de présence. Parce qu'une absence d'une telle ampleur, avec une telle uniformité, n'est pas un accident, c'est un état. L'information ne disparaît pas simplement, pas à cette échelle, pas uniformément, pas à travers des pays qui étaient alors des puissances rivales ayant tout intérêt à préserver leurs propres archives distinctes. À moins qu'il ne se passe autre chose, un processus distribué et persistant d'édition. D'oubli institutionnel, pas nécessairement un acteur unique, pas nécessairement une conspiration au sens classique, mais un projet culturel partagé, peut être même inconscient, visant à simplifier le passé en un récit que l'on pourrait contrôler, enseigner, utiliser. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus ne pas le voir. Les villes surélevées, les fenêtres enterrées, les premiers étages orphelins, l'architecture qui ne devrait pas exister, les photographies de rues monumentales vides, peuplées de presque personnes, les incendies qui effacent et reconstruisent, les archives qui n'ont pas été tenues, les questions qui n'ont pas été posées. Ce n'est pas une matière marginale, c'est le dossier photographique, c'est le relevé architectural, c'est la stratigraphie géologique. Ce sont des choses que vous pouvez visiter, mesurer et photographier vous-même. Je veux vous laisser avec une question, pas une réponse. S'il y avait une civilisation avant la nôtre, pas mythique, pas fantastique, simplement antérieure, simplement plus avancée, simplement effacée, que savait-elle que nous ne savons plus? Que contenaient ces bibliothèques que nous n'avons pas brûlées simplement parce que nous ne savions même pas qu'elles existaient? Que contenaient ces premiers étages scellés dans la boue sur lesquels nous avons coulé du béton pendant la reconstruction? Que signifie hériter d'un monde sans le savoir? Que signifie vivre dans des bâtiments que l'on n'a pas construits, marcher dans des rues qu'on a relevées pour cacher ce qu'il y a dessous, habiter des villes dont on peut imiter l'architecture sans parvenir à l'expliquer pleinement et se faire dire, avec une immense assurance et très peu de documentation, que nos ancêtres ont construit tout cela en 20 ans avec des charrettes et des outils à main? Les pertes ici ne sont pas seulement architecturales, elles ne sont pas seulement historiques, elles sont épistémiques. Nous avons être perdus des catégories entières de savoir, des façons de penser le monde physique, des façons de travailler les matériaux, des façons d'organiser la civilisation à grande échelle qui n'ont pas été consignées, ni transmises, ni héritées, parce que ceux qui les détenaient ont été, lors d'un événement ou d'une suite d'événements, tout simplement éliminés, pas déplacés, pas absorbés, pas lentement oubliés, disparus, rapidement, totalement, et à leur place, nous, arrivant dans des villes que nous avons appelées nouvelles, héritant d'infrastructures que nous avons appelées nôtres, écrivant des histoires qui commençaient pour toutes après le déluge. La boue a recouvert cela, les incendies l'ont effacé, les archives n'ont pas été tenues, ou ont été perdues, ou ont été révisées en quelque chose de gérable, quelque chose qui corresponde au récit qu'il fallait raconter. Et les bâtiments demeurent, patients, à moitié enterrés, leurs premiers étages sombres et pleins de limons. Leur corniche au niveau de la rue, conçue pour être vue de l'extérieur, attendant encore une rue qui ne reviendra jamais à sa hauteur d'origine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quand, ni à quelle échelle, ni si les mains qui ont recouvert tout cela étaient naturelles ou délibérées. Mais je sais que le sol n'est pas là où il devrait être. Et je sais que nous n'avons jamais vraiment demandé pourquoi.